Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes sur Radio Djena, c'est bien l'heure de Pluriel, votre émission de société. Quelle action pour sortir l'Afrique de l'insécurité alimentaire? Quelle politique agricole et alimentaire en Afrique de l'Ouest? Voilà le sujet qui nous réunit ce soir dans cette émission plurielle sur votre radio. En studio pour en parler, nous avons Monsieur Maxwell Ati Diga. Il est coordonnateur des programmes de l'ONG OADEL. Monsieur Maxwell, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Nous sommes heureux de vous recevoir ici à Radio Djena. C'est un plaisir partagé. J'espère que vous allez bien également. Nous allons bien. Également en studio, notre ami de tous les jours, lui, c'est Monsieur Kéziré Suleiman et Sobodi. Vous êtes le président de l'association Civisme. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous rendons grâce. Moi-même, je sais que vous allez bien. Je vais bien. D'accord. D'accord. La thématique qui nous réunit, c'est bien sûr l'insécurité alimentaire en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par insécurité alimentaire, Monsieur Maxwell? Alors, je vous remercie pour cette émission qui porte la voix sur les besoins alimentaires qui font partie des besoins primaires de toute personne. Quand nous parlons d'insécurité alimentaire, on va le dire en termes très simples, c'est quand des gens se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus manger à leur faim, ou soit parce que ce qu'ils doivent manger n'existe pas, ou bien cela existe mais ils n'ont pas le moyen de se permettre, ils n'ont pas le moyen de pouvoir répondre à ce besoin de base. Donc, en ce moment, nous sommes en insécurité alimentaire. Cela peut affecter des individus regroupés dans une communauté donnée, et ça peut aller à l'échelle d'un pays ou bien de toute une région. Voilà. D'accord. Ça fait beaucoup de points touchés. Monsieur Kéziré, on revient par rapport justement à la même question. Peut-être des choses à ajouter par rapport à ce que vous entendez par insécurité alimentaire. Exactement. Je vous remercie de m'avoir invité, de porter chaque fois le choix sur moi. Et l'insécurité alimentaire en général en Afrique, c'est... Je prends un exemple, quelqu'un qui n'a pas 3 repas par jour. Il ne peut pas avoir ces 3 repas par jour. Donc, il se trouve dans une insécurité alimentaire. Que faire? Il y a trop d'enjeux. D'abord, le climat fait partie. L'environnement fait partie. Ce qui va faire produire cette alimentation est rudimentaire. Donc, l'Afrique va se retrouver dans un cercle de déficitaire alimentaire. Voilà pourquoi on parle d'insécurité alimentaire. Alors, manger ce qu'on a est une insécurité alimentaire, c'est-à-dire... C'est ce que vous avez que vous mangez, Monsieur Atidiga. Manger ce qu'on a, est-ce que c'est de l'insécurité alimentaire? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est vrai vous ne mangez que du pain parce que c'est ce que vous avez. Oui. Même si ce n'est pas l'aliment le plus complet. Oui, mais justement. Vous avez quand même du pain à manger. Ouais. Est-ce que c'est une insécurité alimentaire? Exactement. Je ne dis pas tout à fait parce que dans l'alimentation idéale, il faut varier. Et surtout, il y a une dimension culturelle de l'alimentation, c'est-à-dire on ne mange pas ce qu'on a, on mange ce qui répond à nos besoins physiologiques, mais également à notre plaisir de manger. Donc, oui, manger ce que l'on a, ça apparente à l'insécurité alimentaire, mais ça dépend de qu'est-ce que nous avons. D'accord? Par exemple, quand vous prenez une communauté villageoise,
qui a un ensemble varié de céréales, tubercules, fruits, légumes, tout ce qui va avec. Ils en mangent, d'accord, c'est ce qu'ils ont. Mais ils ne trouvent pas, par exemple, de spaghettis, toutes ces choses qui ne sont pas produites dans les champs, par exemple. Voilà. Ils n'en mangent pas parce qu'ils n'ont pas, mais ils ne sont pas quand même dans l'insécurité alimentaire. Donc voilà, donc c'est vraiment à diversifier tout petit peu. Oui. Je vois M. Kizire faire des gestes. Ce que je m'aimerais ajouter à ce qu'il a dit, c'est comme à défaut du chien, on amène le chat à la chasse. De toutes les façons, c'est que vous êtes à la chasse. À défaut du chien, on amène le chat. Mais ce que le chien peut attraper, le chat ne peut pas l'attraper. C'est ça, vous voulez dire. Donc, c'est ce qui est à votre portée. Ce n'est pas de votre volonté, mais vous n'avez pas de choix. Oui. Sinon, exemple, quelqu'un dit, si j'ai l'argent, voilà ce que j'allais manger. Celui qui a l'argent, il dit, je ne sais quoi manger. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les deux ont des problèmes. Les deux ont des problèmes. Mais est-ce à dire dans les deux cas qu'on est en insécurité? On est en insécurité. On est en insécurité. Lui, celui-ci n'a pas de choix. Oui, mais toi, tu as le choix. L'autre a l'embarras de choix. Maintenant, l'insécurité se trouve à quel niveau? Le gars reste comme ça. Celui qui a l'embarras de choix, finalement, il décide seulement. Quand vous avez un choix, est-ce que vous êtes en insécurité? Alors, peut-être moi, j'adopterai une position beaucoup plus nuancée, parce que, oui, effectivement, on peut avoir accès de moyens de se retrouver en insécurité alimentaire lorsque nos choix alimentaires nous orientent vers des produits qui répondent à un certain nombre d'exigences données pour lesquelles, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas vous nourrir. Ou bien vous en avez, vous vous nourrissez, mais vous mangez psychologiquement, mal. Ça ne répond pas à vos... Vous mangez mal. Voilà, vous mangez mal, ou ça ne répond pas à vos désirs, vos attentes. Il semble même que manger bien, c'est manger mal. Ça dépend des moyens, c'est corrélé aux moyens. On dit, vous avez bien mangé, ça c'est bien manger. Mais vous êtes rassasié, ça c'est manger mal. Parce que l'Africain pose la question à son enfant. Tu es rassasié. Parce que chez nous, il faut que le ventre soit ballonné. Avant qu'on ne sache que tu as bien mangé. Vraiment, le ventre est sorti. Ah, l'enfant, là, vraiment, il a mangé. D'accord. Mais ça ne répond pas ce qui peut donner au corps l'énergie. Les substances qu'il faut. Oui, justement. C'est pourquoi j'ai adopté justement une position nuancée. Parce que, après tout, l'alimentation répond à un besoin donné. D'accord, qui est fondamentalement un besoin physiologique. Du coup, quel que soit ce que la personne a, si ça répond à ses besoins nutritionnels et qui lui permet une croissance normale, qui lui permet d'exécuter ses fonctions cognitives, c'est-à-dire capacité de penser, à travailler, être d'humeur stable pour pouvoir entretenir de bonnes relations avec les gens. En ce moment, on ne peut pas affirmer que la personne est en situation d'insécurité alimentaire, quand bien même que la personne n'a pas une diversité de choix par rapport à tout ce que cette personne aurait voulu avoir comme alimentation. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radio Djena. On évoque dans l'émission plurielle les actions pour soutenir l'Afrique ou pour sortir l'Afrique de l'insécurité alimentaire. Alors, il y a cette assertion d'un paysan malien qui parle là. Il est le président du réseau des associations. Vous en savez quelque chose. Soutenir le monde paysan, c'est soutenir la paix. Qu'est-ce que vous entendez de cette assertion, M. Kizire? Oui, il a bien si le dire. Parce que ma grand-mère disait, si dans la société, le fou est rassasié, il y a la paix. Si le fou est rassasié, il y a la paix. Donc tout le monde a mangé. Si le fou est rassasié, c'est que tout le monde a mangé. Il y a la paix. Donc, si le fou n'est pas rassasié, même vous il viendra prendre votre manger. Il viendra troubler votre manger. Parce qu'il a faim. Un ventre affamé n'a point d'oreille.
Donc, et que vaut la littérature dans un pays qui a faim? Dans un pays qui a faim. Et que voilà, dans un pays qui a faim. Vraiment. Donc, ce que le Malien a dit, moi, je l'approuve. Parce que on dit l'alimentation, c'est l'essence du corps. Aujourd'hui, les musulmans, ils sont en carême. Quel qu'en soit ce que vous avez mangé à 4 heures du matin, à partir de 14 heures, il n'y a rien. Votre énergie, quel qu'en soit alpha bêta, il y a une diminution. Mais on ne dirait pas, hein, vous êtes très en forme. Il est déjà 14 heures. C'est la foi. D'accord. Dans ce cas, c'est la foi. Sinon, l'intérieur, ça chauffe. L'intérieur, ça chauffe. Alors, monsieur Maxwell Atidiga, soutenir le monde paysan, c'est soutenir la paix. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Justement, c'est une affirmation très bien fondée, parce que sur 2 points. Premièrement, le problème de l'alimentation, que ce soit de l'insécurité, de la surproduction ou quoi que ce soit, c'est corrélé avec plusieurs d'autres problèmes, tels que la stabilité et l'insécurité, qui se traduit par dans le langage commun, par le terrorisme et tout. Oui. Et qu'il y a cette notion-là de l'économie de la faim. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de business qui prospère mieux que le business qui adresse le besoin de la faim. Ouais, parce que il n'y a personne qui n'a jamais faim. Ouais. Il n'y a pas sur cette terre. Et quand on parle de business, il y a de l'argent, et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Le lien, c'est clair. Donc, soutenir l'agriculture, oui, c'est soutenir la paix. Quand, par exemple, vous ne craignez pas de mourir de faim, il y a des accords dans lesquels vous n'allez pas vous inscrire, qui vont vous causer après des instabilités à votre espace géographique. Il y a cette satisfaction personnelle et collective, bien sûr, et cette tendance à s'affirmer, à se donner une identité, à pouvoir faire des choix plus autonomes, plus éclairés, et qui tous peuvent être guidés par nos vertus et les valeurs culturelles de chez nous, qui sont plus des valeurs d'unité, de paix, d'entente, de pardon, de tout ce qui va avec. Mais quand vous enlevez le facteur alimentation, on commence par avoir une tendance de vivre dans la jungle, et tout ce qui est l'antipode de la paix commence à envahir justement la société. Et par rapport justement à son développement, il se dit que voilà, en Afrique et aussi même en Afrique de l'Ouest, beaucoup de jeunes abandonnent l'agriculture et tout de suite se retrouvent de l'autre côté avec des groupes armés, des groupes terroristes, parce que justement ce que l'agriculture n'a pas pu leur donner, ils peuvent le trouver justement en un clic par rapport à des gains quotidiens, justement. Les gens veulent cultiver, mais il y a un déficit climatique. Vous avez cultivé, il n'a pas plu. Je me rappelle l'année passée, il ne pleut pas en Afrique. Mais actuellement, normalement, il devait avoir plu. Normalement, jusqu'en mars, au sud du Togo, tu vas voir. Ce sont des anomalies. C'est ce que j'ai dit. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il ne pleut pas. On ne dit pas qu'il ne peut pas. La pluie, elle est déficiente. Les paysans, à l'heure là, attendent. Bon, maintenant, vous semez. Il y a eu une seule pluie, vous semez. Après 3 semaines, 4 semaines, il n'y a pas plu. C'est fini. Les gens font des buts chez nous. Ils ont été obligés de casser les buts là pour semer du maïs. C'était des buts pour des ignames, des tubercules. Des tubercules. Okay. Je vous dis ce que j'ai la preuve. Bon, un jeune qui a fait ça, il est dans un désarroi total. Et il peut, comme l'a dit mon co-débatteur, se donner au terrorisme.
D'accord. Alors, Beaucoup si viennent je comprends, il y a plusieurs éléments, mais pour l'instant, vous parlez en premier du climat. Oui. Le climat peut expliquer ces phénomènes-là, M. Atidiga? Oui, bien sûr, ça explique en une bonne mesure parce que pour que le travail de la terre absorbe des jeunes, il faut que ce soit un travail qui les attire. Et effectivement, comme l'a développé monsieur Kéziré, le travail de la terre devient de plus en plus rude parce que c'est difficile de maîtriser le cycle de la nature qui ne suit plus des règles vraiment exactes. Les choses ne sont plus prévisibles et que pour l'instant, nous n'avons pas encore assez de dispositifs qui nous permettent de réagir face à ces imprévisibilités de la nature. Mais bien en dehors même de ces aspects climatiques, il y a aussi les aspects environnementaux, voilà, comme il avait soulevé un peu plus tôt, mais d'autres problèmes parallèles, les investissements qui sont faits dans l'agriculture pour pouvoir la moderniser, l'accès aux fonciers. Donc, tous ces problèmes structurels que nous avons aujourd'hui participent en fait à la fuite des jeunes vers des pays où des travaux payés sur une base journalière ou mensuelle sont proposés, qui ne demandent pas beaucoup de force physique, ou du moins qui, même si ça demande de force physique, est accompagné d'une rémunération. C'est des trucs qui sont directement rentables. Voilà, c'est ça, exactement. Il ne faut pas attendre une saison pour voir si le coton a mieux donné ou pas et autres. Et la rémunération là est certaine. Certaine, voilà. C'est ça. Donc c'est la fuite de cette incertitude là qui pousse les jeunes à ne pas embraser le travail. Embraser le travail. Ouais. Alors, monsieur ceux qui finalement disent bon, qu'un soit alpha bêta, moi, je n'ai pas appris un travail, donc c'est forcer la terre. Nos terres aujourd'hui ne sont plus fertiles. Si je prends l'exemple de chez moi, c'est au Nigeria, les jeunes s'en vont. Et la terre que la jeunesse refuse ici, c'est le même travail qu'ils en vont faire. Chez vous, c'est le Nigeria? Non, je parle du Togo. Je dis, ils refusent ici parce que les terres, ils vont au Nigeria. Il pleut là-bas? Oui, bon. C'est l'Afrique de l'Ouest. Moi-même, j'ai fait le Nigeria. Le côté est, le côté des Igbo, la terre est fertile. Donc, ils s'en vont là-bas. C'est le travail de la terre. Ici, au niveau de Badou, Palimé, Amoublo, la terre aussi est fertile. La terre aussi est fertile. Mais les jeunes font toujours de l'exode. Il faut voir la superficie du Togo et celle du Nigeria. Le Togo reste dans le Nigeria combien de fois? Donc, les gens vont là où vous dites là. J'ai fait la région là, j'ai fait Palimé, j'ai fait Dani. Je sais. Les gens ont déjà occupé là-bas. Donc, les jeunes, ils s'en vont, ils reviennent avec des vélos, des motos, avec d'autres, c'est des tôles, ils vont construire. Et quand il vient, des magnétoscopes. Des magnétoscopes, voilà. Exactement. Il vient maintenant, il prend encore 2-3 personnes, il les amène. Il y a fuite de la jeunesse. Donc, d'abord, il y a la terre elle-même qui ne donne plus. Il y a le climat qui ne dit plus la vérité. Donc, il y a tout ce qui rentre que l'insécurité alimentaire est grandissante. Alors, face à tout cela, quand même, il y a des dispositions qui sont prises, notamment des financements de projets. Mais apparemment, ça ne suffit toujours pas. Monsieur Atidiga. Oui, vous savez, il ne s'agit pas aussi de financer des projets, mais il s'agit de mettre en place des solutions qui fonctionnent et d'injecter de l'argent dans ces solutions pour les faire fonctionner. Du coup, le problème des jeunes que nous venons d'aborder tout de suite, c'est la dimension capital humain de l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire quoi? Si nous voulons que les jeunes produisent pour pouvoir répondre à nos besoins alimentaires et tout, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ces jeunes ils puissent rester et produire? Est-ce que c'est en finançant des projets de jeunes
Particulièrement, j'ai un regard par rapport à beaucoup de projets, surtout qui visent à aider des jeunes à entreprendre et tout. Je ne pense pas que ça fonctionne. Et quand je dis je ne pense pas que ça fonctionne, c'est lié à deux choses. Premièrement, dans notre éducation, le jeune n'est pas nécessairement préparé à entreprendre à un niveau de sa vie. Parce que le plus souvent, ces personnes qui sont soutenues sur ces projets entrepreneuriaux, ce sont des jeunes qui, après des parcours de formation aboutis ou compliqués, qui n'ont pas pu aboutir, ils doivent trouver un moyen de s'insérer professionnellement. Et le plus souvent, nous avons même tort de penser que des reconversions. Exactement, que l'agriculture est faite pour tout le monde. Voilà, donc ça ne peut pas passer. La deuxième raison, je disais tantôt, c'est deux. La deuxième, c'est que si nous voulons soutenir ces jeunes, quel est le moyen qui est mis à la disposition du jeune et à quelles conditions? C'est-à-dire quoi? Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est comme démarrer une voiture. Tant que vous ne mettez pas un niveau d'accélération qui lui permet de dépasser le point de patinage pour pouvoir commencer sa marche, tous les efforts que vous ferez, vous resterez sur place. Et les injections qui sont faites souvent, c'est est-ce que ça suffit pour pouvoir entreprendre dans un contexte où le climat fait pression, l'environnement fait son poids, le marché est essentiellement dominé par des acteurs majeurs qui ont déjà une certaine maîtrise de l'économie. Donc, c'est toutes ces dimensions que nous devons prendre en compte pour pouvoir mieux repenser les projets. Donc ça, je n'ai abordé que ce qui touche aux jeunes, mais il y a plein d'autres projets également. Mais le défi réel, à mon avis, c'est comment est-ce que ces projets arrivent à pouvoir adresser des besoins spécifiques, mais sur une période donnée, ces différents projets abordent le besoin de façon complémentaire, d'accord, et font des interventions sur parfois les mêmes groupes cibles, mais de sorte que si tel projet apporte tel moyen, tel autre apporte tel moyen, quand vous les mettez ensemble, ça permet de donner une réponse effective en fait, et, à la personne qu'on veut aider. Et non des projets qui se ressemblent. Voilà, qui se ressemblent, qui ont les mêmes cibles. De sorte que parfois, quand vous invitez des bénéficiaires pour certaines activités, ce qu'ils vous disent, c'est « Oh, il y a telle structure qui a déjà fait ce truc-là avec moi. » Nous en ami et tout. Et récemment, j'ai écouté une expression que je pense mérite beaucoup de réflexion, c'est tout ce que vous allez nous dire, nous savons déjà. Notre problème, c'est comment on va appliquer tout ça. C'est ça. Tout ce que vous allez nous dire, on le sait déjà. On connaît déjà. Exactement. C'était on ça. Connaît déjà. Amenez-moi autre chose. Voilà. Moi, sur le projet, je ne compte pas beaucoup. Parce que le regretté Thomas Sankara, paix à son âme, disait « Cultivons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous cultivons. » Est-ce que c'est ça aujourd'hui? Cultivons ce que nous mangeons et mangeons ce que nous cultivons. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Ah oui, mais je l'avais dit, ce que tu manges, il faut exactement produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons. Ça lui dit la même chose. Il dit la même chose. Oui. Donc, tout ici veut dire, aujourd'hui nous cultivons le riz, le maïs, mais on importe toujours. L'Afrique fait 93 ou bien 90% de population agricole. Mais l'Europe fait 3%, mais c'est l'Europe qui... Justement, l'Asie nous nourrit. Vous anticipez sur la question qui devrait y arriver, sauf que je voudrais qu'on finisse avec l'idée de M. Atidiga, lorsqu'il parle des financements qui ne sont plus véritablement porteurs. Les financements sont porteurs, mais sont déviés. Oui, mais si c'est dévié, ça suppose... C'est pourquoi les gens vous répondent sur le terrain, on a déjà... Si c'est dévié, ça suppose que ça ne porte pas.
Ouais. Hein? Oui, c'est que c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. C'est de l'insécurité. Ça suppose là-bas, il y a la corruption qui est invitée. Ça suppose aujourd'hui qu'il va falloir peut-être accentuer les choses sur la vision et les objectifs. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire quoi? Quand nous prenons notre pays, par exemple, pour que les projets portent, peut-être il va falloir une certaine régularisation, une réglementation, et que on soit sûr que les acteurs qui interviennent, ils savent assez sur ce que font d'autres personnes déjà. Et il y a des cadres de collaboration où on veille à ce que les actions soient vraiment complémentaires. Tout ça va découler normalement de la coopération des organisations qui sont porteurs de ces projets, que ce soit de la société civile, des partenaires bilatéraux ou bien du pays. Il faut que tout ça s'aligne de façon assez rationnelle sur les grandes orientations que le pays s'est données pour pouvoir embraser le défi de façon plus stratégique, de façon à pouvoir répondre aux besoins tels que analysés dans les documents de politique du pays en amont. C'est vraiment important. C'est important de souligner cela. Si vous venez de nous rejoindre, retenez que vous êtes sur Radio Djena dans l'émission Pluriel. Nous évoquons la thématique liée aux actions pour sortir l'Afrique de l'insécurité alimentaire. Quelle politique agricole et alimentaire en Afrique de l'Ouest? Avec en studio M. Maxwell Ati Diga, il est coordonnateur des programme de l'ONG OADEL, et également en studio M. Kéziré Souleymane Essobodi, président de l'association Civisme. Alors M. Kéziré, je reviens maintenant vers vous par rapport à la question: comment expliquer justement que l'Afrique soit nourricière? L'Afrique doit être nourricière dans la mesure où, je vous disais tantôt, que les projets sont souvent déviés. Les projets qui ne sont pas déviés ne sont pas suivis. Celui qui a mené l'idée et celui qui a financé n'arrivent pas à coordonner leurs actions. Ça, c'est un. Nous n'avons pas des instruments modernes de l'agriculture. C'est toujours la houla. Si vous allez chez le Togolais lambda dit agriculteur, cultivateur, c'est la roue, le daba, le coucoupe. C'est encore rudimentaire. C'est toujours rudimentaire. Les projets qu'on finance, on amène les tracteurs, les quoi. Une fois en panne, il n'y a pas de pièces de réchange. Mais l'agriculture est devenue industrielle depuis la Deuxième Guerre mondiale, même bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous fais savoir que le monde est au XXIe siècle, mais l'Afrique n'est pas au XXIe siècle. L'Afrique est au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Effectivement, le monde est au XXIe siècle. Mais est-ce que l'Afrique est au XXIe siècle? Non. Actuellement, nous avons au moins quelque chose de 3 siècles, 300 ans d'écart entre nous et l'Europe, dans tous les domaines. Bon, vous allez brûler les étapes. Les Blancs profitent de nous. Est-ce qu'ils vont vous enseigner? Il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on retrouve notre identité. Alors, lorsque vous prenez le pourcentage de la population, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça va en montant entre-temps. On a parlé de 66% de population agricole. Ouais. Maintenant, c'est monté même. Comment on peut avoir une population agricole alors qu'on reste toujours dans le statut dépendant? L'Afrique est toujours nourricière. Monsieur Atidiga. Afrique nourricière, je me demande d'abord que l'Afrique nourrisse qui? Est-ce que l'Afrique nourrit l'Africain ou bien que l'Afrique nourrisse le monde? Ça dépend. Ça, c'est objet de débat. Mais je vais me concentrer sur l'Afrique qui se nourrisse. Voilà, donc l'Afrique nourrit l'Afrique. La notion de souveraineté alimentaire. Bon. D'abord, c'est pas évident. Ça va dépendre des décisions purement politiques
Et si nous parlons de l'agriculture, oui, sous d'autres cieux, c'est assez mécanisé. Mais n'oublions pas aussi les revers de l'agriculture mécanisée, voilà, et de toutes les vertus de l'agriculture familiale. Aujourd'hui, la tendance, même dans ces pays qui sont des grands producteurs, c'est d'alerter à la conséquence de la production agricole en fait sur la terre. Parce que quoi, nous l'avons évoqué à un autre stade de cette émission. Il y a le problème de la fertilité des terres qui est là. Il y a le problème du climat qui est là. Il y a pas mal de problèmes qui sont là en fait, qui sont dus à l'action de l'homme sur la terre. Donc aujourd'hui, si nous voulons que l'agriculture devienne nourrissante pour l'Afrique, c'est de reconceptualiser même la notion de production et de définir les modes de production qui nous permettent d'en avoir assez à manger pour nous, sans nuire à la terre, pour pouvoir laisser à la génération qui va nous suivre une terre qui peut toujours continuer d'être exploitée. Bien sûr, on peut apprendre de d'autres pays en dehors de l'Afrique qui font déjà des efforts. D'accord? Il y a tout le mouvement agroécologique qui est là aujourd'hui, pour lesquels d'aucuns estiment que les productions avec ces méthodes plus respectueuses de la nature sont moins productives. Il y a d'autres qui demandent que c'est archi fou, c'est plutôt plus compétitif. Il y a des efforts qui se font aujourd'hui à produire hors sol. D'accord? Donc, la production verticale et tout ce qui va avec. Donc, c'est vraiment un travail de recherche, de réflexion qui doit être fait pour questionner ce qui se fait aujourd'hui. Et qu'on essaie aussi quand même de cesser de faire l'effort de voir comment les Occidentaux, ils ont évolué. Oui, mais aujourd'hui, ils ont la main dans la tête par rapport à leur évolution. De sorte qu'arrivé un moment, je pense que nous ne pouvons même pas nous mesurer à eux. Nous, on a encore quand même des terres qui peuvent être utilisées voilà, avec le moins d'intrants chimiques possible, parce que nos terres ne sont pas aussi dégradées que ça. Nos défis sont au contraire de l'Europe. Voilà, c'est ça. Nos défis sont plus comment nous maîtrisons en fait la gestion de la terre. Comment est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a un projet agricole, il coopère avec les communautés à la base et l'administration centrale pour que des domaines plus réservés, d'accord, soient mis à sa disposition. Comment est-ce qu'on accompagne ces personnes-là à pouvoir avoir accès au financement nécessaire pour pouvoir s'assurer l'intrant agricole, les semences et tout. Comment même nous maîtrisons la production de nos semences, parce que la bataille même commence par là. Voilà. Nous ne pouvons pas continuer de semer des semences qu'on nous apporte pour lesquelles chaque année il faut que tu ailles acheter. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a ce mouvement des semences paysannes qui est là aujourd'hui, que je pense que des dizaines d'années derrière nous ont fait vraiment leur preuve. Nos grands-parents, ils n'achetaient pas les semences. Ils ont la connaissance de la sélection des races qui sont bonnes, qui peuvent être reproduites. Ils ont les méthodes et les moyens pour pouvoir les conserver. Et ils trouvent juste l'occasion de les mettre à l'écart, de les épargner pour pouvoir les ressemer juste après. Donc, il y a tout cet effort-là qui doit être fait si nous voulons que l'agriculture de l'Afrique nourrisse véritablement l'Afrique. Ça, justement. Il a dit beaucoup de choses. Monsieur Kéziré. Je prends là où il a chuté. Nos grands-parents n'ont pas fréquenté. Mais quand il te dit, le temps qu'il fait là, il va pleuvoir, il pleuvra. Le temps qu'il fait là, il va pleuvoir, il pleuvra. Mais, aujourd'hui, il y a conflit de génération. Nous, que nos grands-parents ont envoyés à l'école, nous les avons mis derrière. Pour vous ne compte pas. Or, Dieu dit
je vous ai créé différemment. Pourquoi nous ne pouvons pas, l'Afrique ne peut pas suivre son rythme? Et c'est pour l'autre qui l'intéresse. L'autre ne peut pas faire photocopie. L'Afrique ne peut pas quand même vivre en autarcie. Elle ne peut pas vivre en autarcie. C'est une réalité. Mais elle n'a qu'à choisir ce qui la convient. Aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à se nourrir. Non. L'Afrique n'arrive pas à se nourrir. On la nourrit. Il faut aller au port pour voir les cargaisons de riz qui descendent. Or, il y a des vallées ici. Vous pouvez exploiter. Aujourd'hui, le cultivateur, le sac de riz qu'il a, le sac de maïs qu'il a fait, comment les bonnes dames achètent ça chez eux? Il y a des politiques qui sont multipliées. Le consommer local, par exemple. Ouais. Bon, il y a même le mois de consommer local. Du consommer local. Est-ce qu'elle est appliquée? Elle n'est pas appliquée. Chacun veut le riz parfumé. Thaïlandais. Thaïlandais. Japonais. Quoi. Vous avez votre le riz de combien? Mais il se dit aussi que c'est parce que justement les produits locaux sont chers. Mais il faut une politique. Il faut une politique. Qui doit la mettre en place, cette politique? Mais c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit mettre cette politique. Fait en sorte. En subventionnant à quelle hauteur? Parce que je sais il faut subventionner. Il y a quand même des subventions qui se font. Oui, justement. La question aussi n'est pas juste du subventionnement. Vous savez, la consommation locale, avant tout, c'est un problème de marché. C'est-à-dire quoi? Quand on dit le marché, c'est en termes simples la rencontre de l'offre et de la demande. Les consommateurs, ils demandent quoi? À manger? Oui. Et à manger quel riz? Est-ce que c'est le riz du Togo, ceci et tout? Oui, il y a la question d'argent qui reste une variable intermédiaire, qui est un des critères de décision du consommateur. Mais ce n'est pas que. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la responsabilité du choix. Par exemple, quelqu'un qui sait que manger un riz dont je n'ai pas la garantie de la traçabilité, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas dans quelles conditions c'est produit, il n'y a rien qui me rassure sur l'authenticité. Voilà, et tout. Cette personne-là devrait être suffisamment éveillée pour pouvoir se rabattre sur un riz pour lequel on a plus d'assurance. Ils sont combien? Un peu plus. Ils sont combien pensés comme ça? Oui, mais justement, c'est pourquoi il y a beaucoup de responsabilités. Vous avez dit que le ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Oui, justement. Et l'homme pauvre n'a pas de choix. Oui, le ventre qui a faim n'a pas d'oreille, mais personne ne veut non plus vivre à l'ité. Il y a certains, la majorité dit je préfère manger mourir que de mourir de faim. C'est souvent ce qui se dit aussi. Ça se dit, je préfère manger mourir. Même peut-être si ça a tort. Ça se dit, hein. Si, ça se dit. Maintenant, nous ne pouvons pas vouloir aussi faire un changement où tout le monde comprend en même temps. C'est-à-dire quoi? Vous savez, les habitudes de consommation, ils suivent une certaine tendance donnée. D'accord? Quand vous prenez une population de jeunes, par exemple, où la tendance consiste à manger un produit particulier donné, je prends un exemple, le pizza. Si c'est ça qui, pour les jeunes, donne l'essence d'être jeune, ceux qui ont les moyens, c'est eux qui commencent. Après tout le monde finit, pas pouvoir s'y ajouter petit à petit. Finalement, ça devient un truc démocratisé. Donc, la consommation locale, c'est pareil. À Lomé, aujourd'hui, pour être jeune, dit que je suis sorti, il faut le hamburger, le quoi. Est-ce que c'est local? Non. Nous, en notre temps, c'est la bouillie. Mais aujourd'hui, c'est le cafétéria spaghetti. Tu vois, les jeunes, ils sont bons, ils mangent spaghetti. On préfère l'étranger, ce qui est venu d'ailleurs, que ce que nous avons. Donc, il faut valoriser, communiquer
la population. D'accord. On aura le temps forcément de revenir sur ces aspects-là. En 2 minutes, on a encore 2 minutes. Quelle solution, finalement, de façon ramassée, pour résoudre le problème d'insécurité alimentaire en Afrique? Alors, le problème d'insécurité alimentaire en Afrique, je vois 2 leviers d'action essentiels. La première, qui n'est pas discutable, c'est les orientations politiques qui doivent être plus sensibles aux solutions de chez nous, donc les solutions endogènes, et que les efforts qui se font aujourd'hui se poursuivent et s'accentuent, de sorte que la priorité soit donnée à toute initiative qui vise en fait à pouvoir nous rendre nous-mêmes suffisamment autonomes. Deuxième levier, il faut que la recherche l'accompagne. Monsieur Kéziré l'avait dit, entre-temps, nos grands-parents n'ont pas fréquenté, mais ils ont du savoir. Quand les jeunes, le plus souvent, ils font scission, ou du moins, je ne dirais pas les jeunes, ceux qui ont fréquenté, ils font scission entre les connaissances ancestrales et les savoirs issus de l'école. C'est de la mauvaise compréhension de la science, parce que la science est toujours fondée sur de l'observation. Ce que nous avons vu des gens, voilà. Donc il faut des gens qui le fassent. On voit, on émet des hypothèses, on fait des expériences, on reproduit, on réanalyse. Donc tout ce que nous avons assimilé aujourd'hui comme science, que nous pensons être des évidences, ce qui est également faux, sont issus en fait de l'observation de ces pratiques qui sont là, de la méditation sur ce que la nature a déjà offert et tout, et que aujourd'hui la recherche doit être repensée pour pouvoir voir comment est-ce que justement nous conceptualisons des solutions qui sont les plus adaptées à notre contexte ici, oui, toutefois sans rester fermé par rapport à ce qui se fait à l'extérieur, de voir les principes qui font que ça fonctionne, voilà, et de les appliquer, c'est ça. Oui, monsieur Kéziré, en 30 secondes. Oui, la solution, moi, je la prends en chose. Il faut mieux qu'on pratique la politique de indirect rule et direct rule. Comme au temps où on nous a colonisés. Comme les Anglais. Voilà mon habit, mais je te laisse porter pour toi aussi. Si pour moi te plaît, tu choisis pour moi aussi. Ce n'est pas non. Enlève ton Betekeli, enlève ton et tu portes cravate. On nous impose de l'extérieur, non. D'accord. Merci à vous, chers invités. Merci à monsieur Kéziré Suleiman Essobodi. J'aime bien votre prénom, hein, Essobodi. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Civis. Merci à monsieur Maxwell. Hein. C'est un philosophe qui s'appelle comment oui, Maxwell. Voilà. Oui, mais aussi un chercheur en physique. En physique, oui. Maxwell Atidiga. Je vous ai vu. Voilà, vous avez également des compétences. Ah non, il y en a. Il a parlé de l'observation, voilà, de l'expérimentation. Oui, c'est comme Majandi, c'est Majandi, voilà, qui a dit les faits bien observés valent mieux que toutes les expériences du monde. Voilà, c'est ça. Merci. Tout à fait. Merci donc à vous. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des programmes de l'ONG OADEL. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous forcément le mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Pluriel. Merci également à Monsieur Vidéo Marius. Bye bye.